Pourquoi aujourd'hui il y a ce tel désir de racheter des terres? La forêt alluviale, elle nous fait de l'eau propre, gratuitement. Nous sommes des fantassins de la protection de la nature et on fait feu de tout bois. D'ailleurs, c'est un milieu très concurrentiel, quoi, les achats de forêt. Alors la propriété c'est de droite? Je sais pas. Imaginez-vous dans une forêt dont vous pouvez à peine distinguer la cime des arbres. Des branches de chêne, de hêtre, de pin s'entremêlent et vos pas s'enfoncent légèrement dans le sol spongieux. Une prairie, des biches, tout juste lèvent-elles la tête à votre arrivée. Vous replongez dans la forêt, vous vous frayez un chemin à travers les buissons. La lumière du soleil commence à percer entre les troncs massifs. Vous levez la tête, un vautour fauve et ses 2,50 m, ailes déployées, vous survolent. Le sol tremble, vos pas vous emmenez jusqu'à une vaste prairie, un troupeau de bisons déboule face à vous. Alors cette tentative d'immersion n'est peut-être pas de la science-fiction. 80% des forêts primaires, c'est-à-dire qui n'ont pas été modifiées par l'homme, ont été abattues au cours du dernier siècle à l'échelle mondiale. Et pourtant, l'association Francis Allais s'est donnée pour folle mission d'en reconstituer une en Pologne. Je vous ai parlé du vautour fauve qui planait au-dessus de nos têtes. Il avait quasiment disparu du territoire français dans les années 60 et protégé en 1972, puis réintroduit, compterait plus de 3000 couples aujourd'hui selon l'Adréal. Les bisons européens sauvages, vous pouvez en croiser dans les Carpates. Ils bénéficient de projets de réintroduction, que ce soit en Roumanie ou en République tchèque. Et enfin, les biches, si elles ne sont pas chassées, si elles ne sont pas perturbées par les activités humaines, elles n'ont aucune chance, aucune raison de vous craindre. Alors que ce soit par des mesures de protection ou par ce que l'on appelle la déprise agricole, c'est-à-dire quand des espaces ne sont plus cultivés, la nature peut reprendre ses droits. C'est du moins ce que soutiennent les partisans du réensauvagement, la traduction de rewilding en anglais. Le réensauvagement ou le rewilding, selon le Cambridge Dictionary, c'est protéger un environnement pour retrouver son fonctionnement naturel. Il s'agit donc pas seulement de préserver, mais aussi de reconstituer la nature. Et elle peut se reconstituer seule, c'est la libre évolution. L'organisation Rewilding Europe assure que sur l'ensemble de ses projets, 8,8 millions d'hectares, c'est pas rien, réensauvagent notre continent. Alors, protéger des territoires pour que la nature puisse reprendre ses droits, ce n'est pas une idée nouvelle. Les peintres impressionnistes, menés par Théodore Rousseau, sont parvenus à protéger une parcelle de 1000 hectares. C'était à destination artistique à l'époque, soustrait à tout aménagement. C'était en 1861 dans la forêt de Fontainebleau. On cite aussi souvent l'exemple de Yellowstone aux États-Unis, qui est le premier parc national. Il a été créé en 1872 et seulement 2% de ces 9000 km² sont aménagés. Yellowstone est souvent cité en exemple par les partisans du réensauvagement parce qu'on y a réintroduit le loup et ça a prouvé que par la réintroduction du loup, tout l'écosystème était rétabli. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la méthode et l'ampleur. Ce sont désormais des hommes et des femmes qui s'unissent par des associations, qui participent à des fondations pour acheter des forêts et les protéger. Et pourquoi pas qu'elles parviennent à reprendre complètement ces droits. Ce ne sont plus des personnalités, des riches personnalités comme Douglas Tompkins. Je ne sais pas si vous le connaissez. Douglas Tompkins, c'est le fondateur des marques Esprit et North Face, et son épouse, Christine Tompkins, qui était la propriétaire de Patagonia. Tous les deux, ils ont commencé à acheter des terres dans les années 80, des parcelles en Patagonie, et ils sont parvenus à protéger plus de 800 000 hectares.
À la mort de son époux, Christine Tompkins a remis une grande partie de ses propriétés chiliennes à l'État. Alors ce sont désormais des actions collectives qui permettent de dépasser la notion de propriété individuelle, mais aussi d'extraire quelques hectares, parfois des centaines, d'une logique financière. Si vous tapez « acheter forêt » sur une plateforme de crowdfunding, vous allez découvrir une multitude de campagnes de financement. C'est par le don, souvent, que les forêts sont achetées. C'est le levier pour acheter des forêts, le levier majeur. On peut citer de nombreuses associations, comme l'ASPAS, l'Association pour les protections des animaux sauvages, Forêts sauvages, et des fonds de dotation comme Forêt en vie, ou la Terre en commun, qui est souvent citée parce qu'ils tentent de racheter des terres à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est aussi des anonymes qui utilisent cette fois leur propre épargne et qui achètent d'eux-mêmes des terres. C'est le cas, par exemple, de la metteuse en scène de Média Vivant. On l'a appris en réalisant cette enquête. Alors, on peut se demander pourquoi aujourd'hui il y a ce tel désir de racheter des terres. Alors, malheureusement, là, une des premières raisons, c'est d'abord parce qu'il y a une urgence. On pourrait citer d'innombrables chiffres alarmants, mais selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1/3 des espèces animales et végétales sont menacées, 1/3 des conifères comme 1/3 des mammifères. Et pire, pour certains scientifiques, on serait en ce moment en train de vivre la 6e extinction de masse. Et la forêt française va mal. Bien souvent, on rappelle qu'il y a un siècle, elle couvrait 19% de notre territoire contre 31% aujourd'hui. Mais la mortalité des arbres a augmenté de 80% selon l'IGN. Alors à quoi c'est dû, cette mortalité? C'est d'abord dû aux sécheresses, aux incendies, aux maladies qui sont dues au réchauffement climatique. Et du coup, son rôle d'absorbeur de CO2, de puits de carbone, est menacé. Cette forêt, elle est aussi fragile. Elle est fragile parce que sur la moitié de sa surface, elle est cultivée en monoespèces. Et enfin, il y a l'État. Il y a une confiance qui est rompue en l'État, surtout par les partisans du réensauvagement. On peut, par exemple, citer les parcs. Il est autorisé de chasser dans les parcs régionaux. Ici, dans le parc national des Calanques, on ne le sait pas forcément, mais la chasse est autorisée sur la moitié du territoire. Donc, bien souvent, les partisans du réensauvagement, enfin tout le temps, demandent une réglementation plus stricte. Emmanuel Macron promettait de créer sur 30% de nos surfaces terrestres et maritimes des aires protégées. Et que 10% de ces aires protégées fassent l'objet d'une protection forte. Alors, si selon l'Élysée, le premier objectif a été atteint, le second, lui, a été repoussé à 2030, ce qui est tout de même assez lointain. Alors, fer de lance du réensauvagement, l'ASPAS est connue pour son opposition aux chasseurs, qui lui rendent bien son animosité. Elle est soutenue par le journaliste Hugo Clément, que vous connaissez sûrement, et a pour porte-parole Marc Giraud, qui, vous vous en souvenez peut-être, avait une chronique à Coucou c'est nous sur TF1. Donc c'est une association qui sait communiquer. Elle utilise aussi le levier juridique. Elle a lancé plus de 3500 procédures en 40 ans, comme on peut le lire sur son site. Et enfin, elle gère 1200 hectares de forêt qui sont répartis sur 4 parcs. Elle a même créé un label qui s'appelle Réserve de vie sauvage. Et donc, Réserve de vie sauvage fonctionne grâce aux dons et aux legs. Et quand on demande à Marc Giraud sa conception de la libre évolution, il a ces mots: c'est bien simple, on ne fait rien. Alors avant de partir pour un reportage dans la plus grande réserve de l'ASPAS, dans le Vercors, qui fait à peu près 490 hectares, je vous propose d'accueillir, on va dire, les chantres du réensauvagement en France. Ce sont les piliers de l'association l'ASPAS et de Forêts sauvages, et ils ont écrit « Réensauvageons l'Europe ». Je vous propose d'accueillir Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu ce soir. Donc vous venez de l'Ardèche, ça fait quand même une petite trotte jusqu'ici, donc merci beaucoup. Je voulais, alors, dans votre bouquin, je rappelle le titre, Réensauvageons l'Europe.
Il y a deux sentiments. Il y a à la fois le constat de l'état de notre nature, et sur ce point, on a de quoi ne pas être très optimiste. Et pourtant, votre ouvrage est très optimiste. Vous allez jusqu'à dire qu'on peut réensauvager jusqu'à 30 millions d'hectares en Europe. Pourtant, alors je me trompe peut-être sur le chiffre, mais en France, il y a seulement 1% aujourd'hui qui est en libre évolution. Du coup, la question est simple. Comment on fait ? Oui, alors, il faut voir derrière les chiffres ce qu'on retrouve. Quand on dit qu'on peut retrouver sur l'ensemble de l'Europe 30 millions d'hectares libres et en réensauvagement, c'est tout à fait possible, et parce qu'il y a des tas d'endroits où il y a la déprise agricole qui s'est mise en place. Mais on ne peut pas comparer ces 30 millions d'hectares avec les zones préservées. C'est-à-dire, je prends un exemple dans le Massif central. Vous avez des tas de zones qui sont retournées à l'état sauvage, mais qui n'ont pas de statut. C'est-à-dire, ce n'est pas protégé, mais elles sont là. Donc, on a un petit chiffre de zones protégées. On est à moins de 1%. On voudrait arriver à 10%, mais bon, on est à moins de 1%. Et on est très en retard. Mais en même temps, il y a un côté optimiste qui fait qu'on voit comment se développe la nature, et elle a une capacité de résilience qui est absolument remarquable. Et donc, voilà, la forêt revient. Alors, après, c'est au cas par cas. La forêt revient, il y a forêt et forêt. Il y a forêt et plantation. Donc, nous, on est en Ardèche, par exemple, on est dans le Vercors aussi. On voit les forêts qui reviennent. On a des forêts qui ont une centaine d'années. Et puis, il y a un souci. Parce qu'il y a eu un fort exode rural en Ardèche. Voilà, tout à fait. Alors, peut-être pour préciser, l'exode rural, il est dû à la découverte des énergies fossiles, charbon et pétrole. Et le retour de la forêt que tu as cité, Jean-Baptiste, donc on était effectivement le point le plus bas pour la superficie forestière en France, ça a été le milieu du 19e siècle. Donc on avait à peu près 12% du territoire qui était recouvert de forêt. Alors il faut savoir qu'après la sortie de la dernière glaciation, c'est 80% de l'Europe, et c'était le cas pour la France aussi, qui était recouvert de forêt. La fameuse forêt primaire dont il reste un petit lambeau témoin à Biélowieza, à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Et actuellement, on est à 30%. Et ce passage de 19 à 30%, c'est la découverte des énergies fossiles qui a permis, d'une part, d'utiliser moins de bois en tant que source d'énergie, donc moins de bois-énergie, remplacé par le charbon d'abord, le pétrole après. Et deuxièmement, ça a été le début du développement de l'ère industrielle, et on a eu besoin de main-d'œuvre en ville. Donc il y a eu une attraction des campagnes les plus défavorisées vers les villes. Ça a libéré des terrains, et la nature, vous savez, quand vous lui laissez de la place et du temps, elle est extrêmement résiliente. Et donc, à partir de quelques petits arbres qui restaient de ci, de là, il y a eu des graines. Puis ces graines ont germé. Elles ont germé au bon endroit. Il n'y a pas eu besoin de les planter pour la plupart des cas. Il n'y a que 15% de ces surfaces reconquises qui étaient des plantations. Tout le reste, c'est de la régénération spontanée. Et puis maintenant, ça fait des forêts qui ont un siècle et demi, et qui se portent très bien, parfois sans qu'on s'en occupe. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer de réserve, du coup, pour atteindre ces 30 millions d'hectares ? Oui, alors, il faut de tout pour faire un monde. Et là aussi, c'est-à-dire que le fait d'avoir des réserves biologiques intégrales, c'est très important. D'avoir des parcs nationaux, c'est très important. Je vous donne l'exemple du parc national de la Vanoise. Il fait 60 000 hectares. Donc celui des Écrins fait 100 000 hectares. Celui du Mercantour, 70 000 hectares. C'est des surfaces très importantes. Si on n'avait pas fait le parc national de la Vanoise, on ne saurait pas que les chamois peuvent avoir une densité de 10 chamois pour 100 hectares. Et quand on a fait le parc national de la Vanoise, il y avait 300 chamois. Et puis on disait, il est très bien géré, parce que quand il y en a 400, on en tire 100, ça fait 300, puis 400, 300. Et en fait,
On a fait le parc national. Est-ce que c'est les chiffres sur lesquels se basaient les chasseurs pour demander l'autorisation d'abattage? Effectivement, quand vous avez un nombre de chamois, vous en tuez 10% chaque année, ça marche. Mais enfin, 400, 500, 400, 500. Mais là, on a fait le parc national. Donc on a arrêté de les chasser. Et puis on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, il y en avait 1000. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, 1000. Puis après, comme c'est un parc national, il y en avait 2000. Puis après 3000, on se roulait par terre, ils vont tous mourir, ils vont tous être malades. Et voilà, on avait prévu des catastrophes. Et on est monté à 6000. Et à 6000, c'est resté à 6000 depuis des décennies. Parce que le chamois, quand il arrive à 10 chamois pour 100 hectares, il met en place un système que nous, on ne connaît pas du tout, absolument pas. C'est le planning familial. Je rajouterais simplement un petit détail justement pour l'efficacité de la préservation. Tu parlais tout à l'heure de la définition du rewilding, donc retrouver toutes les fonctionnalités d'un endroit, retrouver toutes les fonctionnalités, ça veut dire aussi retrouver tous les habitants qui habitent cet écosystème avec toutes leurs interrelations. Et pour que ça fonctionne, il faut des grandes surfaces. Et c'est pour ça que les parcs nationaux, par exemple, qui font 60 000, 100 000 hectares, c'est très important. C'est des zones sanctuaires indispensables pour que tout ça fonctionne. Mais après, si vous avez juste une surface qui est isolée, ça ne marche pas. Parce que vous avez une consanguinité qui se met en place. Et ce qui est très important aussi, voilà, qu'il y ait des échanges entre ces sanctuaires. Et là, c'est hyper important parce que ces zones de corridor, ce n'est pas forcément un grand couloir. Parce que quand on dit corridor, on imagine le grand couloir. Ça peut être un petit îlot ici, un petit îlot là. Et les animaux sauvages peuvent progresser d'îlot en îlot s'ils ne sont pas trop loin les uns des autres. Et ces zones de corridor sont extrêmement importantes parce que c'est les zones où l'humain cohabite de la meilleure façon possible avec le sauvage, à ses activités, mais permet en même temps la circulation de la faune à proximité. Parce que, alors, là encore, dites-moi si j'ai dit une bêtise, mais par exemple, le rewilding se définit ou repose sur les 3 C, qui sont CORES, les noyaux, le cœur, les corridors, et aussi les carnivores, c'est-à-dire de reconnaître le rôle des prédateurs dans un écosystème. Et du coup, l'espace, enfin, du coup, vous me donnez la perche pour poursuivre, mais comment fait l'espace pour faire communiquer ces parcs, parce qu'il y en a en Bretagne, d'autres dans la Drôme. Est-ce que ce n'est pas des îlots finalement isolés ? Alors, oui, non. Alors, la réserve de vie sauvage de Bretagne, c'est un cas très particulier parce que c'est un cadeau, en fait. C'est comme dans un conte de fées, c'est une marquise qui nous l'a offert. Elle avait 60 hectares. Elle a dit, bon voilà, moi, j'ai envie que ces 60 hectares soient protégés le plus longtemps possible. Donc, je les offre à l'Association pour la protection des animaux sauvages. Donc, c'est pour ça que c'est une réserve un petit peu excentrée, effectivement, dans une zone qui n'est pas très sauvage. Mais c'est important aussi parce que ce qui se passe dans cette réserve... Alors, elle est très importante parce que c'est une réserve faite avec de la forêt de bord de cours d'eau. C'est un petit fleuve côtier qui s'appelle le Légué. Et donc, ces 60 hectares sont localisés sur une des rives du fleuve. Et la forêt alluviale, c'est la forêt la plus menacée en France parce que on convoite les cours d'eau pour arroser parce que c'est sympa. Donc vous avez l'agriculture qui va empiéter là-dessus. C'est sympa aussi d'habiter au bord de l'eau. Et donc vous avez l'urbanisme aussi qui va se rapprocher de plus en plus avec tous les problèmes que ça peut engendrer, parce que de temps en temps le cours d'eau déborde et ça peut faire des drames. Et là donc vous avez ces 60 hectares, c'est la connexion, elle se fait avec la mer. Et dans ce petit fleuve, c'est le saumon qui remonte et le fait d'avoir des zones de tranquillité dans lesquelles on ne touche pas, avec la frondaison des arbres qui fait de l'ombre, c'est important. La forêt alluviale aussi. Pour la dernière, je suis désolée, on déborde, on est toujours trop bavards tous les deux. La forêt alluviale, elle nous fait de l'eau propre, gratuitement. Et ça a été prouvé scientifiquement. Quand on fait des mesures du taux de nitrate et de phosphate en amont de la forêt, et en aval, eh bien, le taux est plus élevé s'il y a des zones agricoles, bien sûr, parce que les nitrates, les phosphates, ça provient beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup de
des engrais chimiques qui sont mis en excès. Et donc, moins de nitrates et de phosphates à la sortie de la forêt. Pourquoi ? Parce que par leurs racines, comme tous les végétaux, ils puisent ces nitrates et ces phosphates, les arbres de la forêt alluviale, et ils en fabriquent leurs branches, leurs feuilles, etc. Et donc, vous n'avez jamais vu un arbre vous tendre la main en vous disant donnez-moi 10 €, je vous ai fait de l'eau propre. Et ça, certaines villes d'Europe, et du monde d'ailleurs, l'ont très bien compris. Et Munich, notamment, a préservé toutes les forêts de pente des Préalpes bavaroises. Et ça lui permet d'avoir, si vous allez sur le site de la ville de Munich, ils vous disent on a l'eau de la meilleure qualité au prix le plus équitable. Et le prix le plus équitable, j'ai regardé, là cette année, c'était à peu près 1,72 € ou 76 le mètre cube. Alors je ne sais pas combien c'est à Marseille, mais j'ai regardé par curiosité le prix moyen du mètre cube en France, c'est 4 € le mètre cube. Donc sans rien faire, les Munichois payent 2 fois moins cher que nous. Et à New York, ils ont fait la même chose avec les monts Delaware et Catskill qui sont au nord-ouest de la ville. Et donc là, en plus, l'eau coule par gravité, c'est 1 € le mètre cube. Alors ça peut varier un peu suivant le taux de change du dollar et de l'euro. Donc finalement, protéger, c'est pas seulement s'intéresser à la faune sauvage, c'est aussi faire un acte social parce que l'eau potable est un bien absolument indispensable. Et est-ce qu'on peut imaginer des aires de réensauvagement qui vont des Pyrénées jusqu'aux Carpates, par exemple ? Oui. On l'a montré. On est parti d'un exemple donc, aux États-Unis, donc un programme d'un immense corridor, eye to eye, donc Yellowstone jusqu'au Yukon. Voilà. Et donc en Europe, on a toute une chaîne de montagnes qui part de la cordillère cantabrique en Espagne, Massif central, Pyrénées, Massif central, Alpes, les Balkans, et puis les Carpates, et on peut même aller comme ça jusqu'au Caucase. Et donc, on a une succession de massifs forestiers, plutôt sauvages, parce que les montagnes, c'est difficile d'accès, donc c'est plutôt sauvage, et qui communiquent, donc, plus ou moins. Alors, on a un bouquetin qui est dans le bouquetin ibérique, par exemple, qui est dans la cordillère ibérique, en Espagne. Il ne va pas se déplacer jusqu'au bouquetin pour rencontrer le bouquetin du Caucase. Mais on va avoir une succession d'espèces comme cela qui fait que ça va fonctionner. Et donc, ça, c'est du grand art. Mais c'est effectivement l'objectif, retrouver tous ces liens, donc tous ces corridors, qui fait qu'on peut... La faune, elle n'a pas de limite dans son expansion géographique. Les seules limites qu'elle va avoir, c'est un océan, des montagnes infranchissables, c'est ça, c'est des limites naturelles. Mais par contre, on en a fait plein de limites, nous, en mettant des autoroutes, voilà. Donc il faut éviter ces blocages et permettre par des corridors, par des ponts au-dessus des autoroutes, pour laisser passer cette faune, pour qu'elle puisse à nouveau se redéplacer. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la propriété privée ? Comment vous êtes, enfin si on peut parler de privé, parce que là c'est l'association, donc c'est quelque chose de collectif finalement qui est propriétaire, mais comment vous avez pensé à la propriété, comment c'est venu ? Je sais que c'est parfois difficile, peut-être moins que la Fondation d'un parc, par exemple, mais c'est difficile parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent acheter des forêts. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, c'est une petite histoire. Il y avait un couple d'aigles bottés, c'est un rapace assez rare, donc qui nichait sur un arbre qui était énorme, absolument magnifique, dans le Massif central, on le connaissait, et l'arbre a été tronçonné. Donc on s'est dit, bon, c'est catastrophique pour les naturalistes. Et on a réfléchi. Donc j'avais monté un dossier à l'époque pour faire une réserve naturelle. Mais en fait, même dans une réserve naturelle, ce qui compte, c'est la propriété foncière. C'est plus fort que la préservation. Donc on a l'exemple de la réserve naturelle des ramières de la Drôme, où vous avez des forêts alluviales qui sont très rares, qui ont été tronçonnées,
dans la réserve naturelle parce que c'était la propriété de quelqu'un qui était là-dedans. Donc voilà. Donc du coup, on s'est dit, ben, il faut acheter. Et quand on achète, après, c'est préservé très très fortement. C'est un outil. Il faut bien voir, nous sommes des fantassins de la protection de la nature et on fait feu de tout bois. Et donc, voilà. Et en plus de ça... Un fantassin, c'est assez guerrier quand même, comme oui, métaphore. Oui, non, on n'est pas... Ouais, fantassin, oui, c'est guerrier. Mais moi, je suis un peu fantassin parce que, je dis parfois en rigolant, je suis un martyr de la ruralité parce que j'ai 18 plombs dans le corps et j'ai été pris pour un renard. Il ne devait pas avoir une bonne vue. Hein, Et puis j'ai Parkinson, donc ça, c'est l'autre versant. Donc voilà, la ruralité, ça peut avoir un mauvais penchant. Mais voilà, ceci dit, la protection foncière, c'est très important. Et dans les territoires un petit peu perdus du Massif central, quand on achète des parcelles, nous sommes vraiment les petits Pères Noël de la ruralité. Parce que les gens sont là, ils ont 2-3 parcelles qui font à peu près donc, quelques dizaines, quelques centaines d'hectares. Et nous... Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, un hectare. Et donc, on leur achète. Donc, ils ont quelques parcelles. En moyenne, c'est 4-5 hectares par propriétaire. C'est des millions de propriétaires. Donc, un ami qui travaillait à l'ONF m'a dit, si tu leur fais une proposition, c'est la seule proposition qu'ils auront de toute leur vie. Donc, voilà. Donc, quand on leur propose d'acheter leur terrain pour le préserver, ils sont ravis. Et puis après, ils nous disent, mais on pourra toujours ramasser les champignons. Ben, je dis, bien sûr. Après, il faut se limiter. Mais voilà. Donc, ça marche très, très bien. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous les deux. On se retrouve dans un court instant. Et encore merci. Voilà. Alors, nous arrivons donc dans le Vercors, avec ces falaises qui surplombent la vallée du Rhône. En 2019, environ 20 000 donateurs ont participé à l'achat du domaine de Valfanjous, donc qui est à l'Espace, et il a été vendu pour 2,3 millions d'euros. Et la moitié de cette somme vient d'une campagne de financement participatif qui peut être perçue comme un pied de nez aux chasseurs, ou du moins certains l'ont ressenti comme tel. En effet, le domaine est un ancien parc de chasse où il y avait des bêtes que l'Espace a acheté, mais elle ne voulait pas l'acheter au départ. Ça s'est fait un petit peu comme ça, finalement. Donc il y a 240 hectares du domaine qui sont encore clôturés. Et sur le reste, donc l'autre moitié, la nature est laissée complètement tranquille. Alors, le domaine de Valfanjous se situe à une 50aine de kilomètres à l'est de Valence. Une fois que vous passez le col des Limouches, c'est 1086 mètres d'altitude. Vous basculez dans une vallée étroite et vous découvrez Léoncel. Donc, voici Léoncel. Léoncel et ses 46 habitants. Son auberge qui était fermée en ce mois de février quand j'ai fait mon reportage, et aussi son gîte maintes fois recommandé par le guide du routard. Et lorsque vous parlez de l'Espace à Léoncel, eh bien, vous risquez de ne pas vous faire beaucoup d'amis. À la mairie, quand j'ai prononcé le nom de l'association, on m'a répondu par un haussement d'épaule et un souffle faussement dissimulé. On m'a dit « l'Espace, l'Espace ». On demande toujours l'Espace, mais aux paysans, eux, on leur demande rarement leur avis. Alors, alerte, spoiler, si, on leur a demandé leur avis. Alors, au téléphone, la maire, Jacqueline Charve, n'est pour le moment pas très loquace. Elle m'a répondu « l'Espace, ça va être court. Ici, tout le monde est contre. » Alors, nous avons continué notre chemin. Et sur notre route, nous avons croisé de nombreuses barrières avec cet avertissement « chasse réservée ». Et il y a une barrière qui faisait exception. Il est écrit « chasse interdite ». Et à côté, il y avait un autre panneau « site sous vidéosurveillance 24 heures sur 24 ». On était à l'entrée de la réserve de vie sauvage du Vercors.
Et régulièrement, on voit ce panneau avec un chasseur barré. La réglementation est stricte sur le chemin. On n'a pas le droit de camper, de faire de feu, de laisser ses déchets, de cueillir ou de pêcher. L'homme qui passe et qui ne laisse pas de traces a toute sa place. Ce n'est pas de moi, c'est de Gilbert Cochet. C'est une phrase qui revient assez souvent. Alors la libre évolution, elle porte ses fruits, mais discrètement. Là, sur les photos, on peut voir peut-être des jeunes pousses en bord du chemin. C'est un peu plus visible sur la prochaine photo. Voilà, là, on voit que les arbres sont assez jeunes. Donc, on peut imaginer que c'est peut-être grâce aux parcs qui sont nés. Alors, la réserve de vie sauvage abrite de nombreux animaux, donc le cerf élaphe, des chamois, des chevreuils, des sangliers, bien sûr. Peut-être même que vous verrez le loup, parce que le Vercors abrite le loup depuis quelques années. Et si vous levez la tête une nouvelle fois, vous pourrez peut-être voir des aigles royaux. Alors, la réserve est encore jeune, donc il est difficile de voir à quel point les espèces animales ont augmenté. Moi, j'ai grandi dans cette région, donc au pied du Vercors, à Chabeuil. Il fallait au moins que dans une enquête sur scène, je prononce le mot de Chabeuil, donc là, ce soir, c'est fait. Donc, j'ai grandi à Chabeuil et lors des balades en montagne, je croisais souvent des bêtes, des animaux, que ce soit des cervidés, des chamois, etc. J'en rencontrais souvent, mais ce n'était pas systématique. Là, lors de mes 2 jours de reportage seulement dans le Vercors, j'en ai rencontré à chaque fois que je prenais ma voiture. Et les rencontres n'étaient pas furtives. J'avais le temps de garer ma voiture, de prendre mon appareil photo, de sortir, de m'approcher pour que la biche, par exemple, décampe au moment où j'allais enclencher. Donc ces réserves sont connues des Dromois, de Valence jusqu'à Die, et il y a de nombreuses rumeurs circulent à son sujet, et les avis sont souvent négatifs. L'acmé de l'opposition s'est faite, l'acmé de l'opposition entre les éleveurs, chasseurs et l'ASPAS, s'est déroulée le 21 août 2020. Il y a une manifestation qui était organisée dans les rues de Cré, c'est plus bas de l'autre côté, et le mot d'ordre était « non au réensauvagement des zones rurales ». Ce qui focalise l'attention de la Fédération des chasseurs de la Drôme, qui est surtout par son président, donc voilà, Rémi Gandhi, c'est cet enclos de chasse dont on a un peu parlé. En effet, il y a cet enclos avec des bêtes, et l'ASPAS ne peut pas les relâcher. Ces bêtes pourraient mettre en péril tout l'écosystème. Et pour Rémi Gandhi, cet enclos ne serait pas assez étanche. Début 2022, l'ASPAS est accusée d'avoir laissé échapper des cerfs Sika. C'est des cerfs qui avaient été introduits par le précédent propriétaire. C'est des cerfs qui viennent d'Asie. La préfecture a ordonné des tirs et des cerfs ont été abattus. Alors, je dois ajouter qu'il y a une campagne de stérilisation qui est menée par l'ASPAS. Et aujourd'hui, tous les cerfs Sika sont stérilisés, comme les 2/3 des daims. Rémi Gandhi poursuit sur un autre dossier, peut-être même un peu plus épineux, on va dire. Il nous dit qu'il y aurait des cas de maltraitance au sein de l'enclos. Alors, en novembre dernier, il y a un article qui est paru dans le mensuel Le Chasseur français. Et dans ces colonnes, il dénonçait des cas de malnutrition, voire même de cannibalisme entre les sangliers. Et cet article publiait donc des photos qu'on ne va pas vous montrer parce qu'elles sont difficilement soutenables, mais des photos de bêtes éventrées qui venaient en fait d'une banque d'images. Et la journaliste se basait sur un rapport d'une réunion qui s'est donnée à Léoncel il y a un peu plus d'1 an. Selon l'ASPAS, ce rapport n'a jamais existé et elle poursuit le magazine pour diffamation. Alors, j'ai moi-même appelé la mère, Jacqueline Charve, qui me dit qu'elle ne se souvient pas non plus que le terme de cannibalisme ait été évoqué lors de la réunion. Et surtout, il y a eu un contrôle vétérinaire. Il y a un extrait qui a été publié sur le site de l'ASPAS. Je vais vous lire. C'est un contrôle qui a été réalisé le 7 juillet 2022. Nous n'avons pas décelé de signes directs ou indirects de mauvais traitement des animaux observés. Les animaux présentaient un bon état physique et un comportement normal ou en voie d'habituation à la présence humaine.
Alors la préfecture nous a confirmé que le contrôle vétérinaire n'a pas révélé de cas de maltraitance et elle a même ajouté « ni avant 2022 ». Le sujet met tout de même mal à l'aise l'association parce qu'elle n'a été autorisée de nourrir les bêtes seulement fin 2021. En effet, dans la législation, et là encore j'ai recoupé avec l'ONF cette fois parce que j'avais du mal avec les textes juridiques, mais il est interdit de nourrir des animaux sauvages. Et dans ce cas, même les bêtes qui sont dans cet enclos sont considérées comme des animaux sauvages. Lors de la réunion à Léoncel, dont on a un peu parlé, il a été question seulement de maladies dont étaient victimes les sangliers. C'est de la métastrongliose. Donc c'est comme une bronchite, ça se manifeste par une quinte de toux, mais ça peut entraîner la mort. Et tous les sangliers ont été vermifugés. Alors on voit qu'il y a des attaques, des contre-attaques entre les éleveurs et l'ASPAS. Et il faut bien dire que les projets de réensauvagement sont souvent critiqués pour ne pas prendre assez en compte les populations locales. Alors la mère Jacqueline Charve a finalement accepté de nous rencontrer chez elle, dans sa ferme, qui jouxte le domaine de Valfanjous. Elle s'est souvenue de moi quand j'avais 8 ans, du coup ça a un petit peu débloqué la situation. Et en fait, la question qui revenait assez souvent, c'était sur le fonctionnement de l'association. Et elle se plaint d'avoir des référents changeants avec l'ASPAS. Elle n'a jamais emprunté le chemin de randonnée qui est pourtant balisé et ouvert à tout le monde. Pour elle, la réserve du Vercors reste le domaine de Valfanjous, c'est-à-dire une propriété privée et interdite au grand public. Alors on va l'écouter, elle revient sur le domaine de Valfanjous et on va voir qu'il y a deux visions assez différentes de la nature. Nous, il y avait du pâturage quand même. Puis il y a une belle, vous verrez, il y a une belle bâtisse qui appartenait aux moines cisterciens, parce qu'on a une église cistercienne à Léoncel. C'était un beau domaine, Valfanjous. Vous en parlez au passé ? Ah oui, mais oui. C'est fini dans le sens que ça va se refermer, parce qu'avec la politique qu'ils ont, c'est rien touché, laisser tout comme ça. Ça se referme très vite, hein, les pâturages. Et après, le bâtiment, comment ils veulent l'exploiter, ils vous diront. Hein. Puisqu'il y a un nouveau directeur, c'est qu'il y a sûrement des grandes idées. Ça fait mal à quelque part, parce que moi je le vois quand je marche, je le vois, tout ce domaine-là, ça va tout se refermer. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand l'ASPAS voit une forêt qui revit, la mairesse, elle, voit un domaine qui se referme. Il faut bien dire que dans cette région, les agriculteurs, les exploitants, ont gagné leur exploitation sur la forêt. C'est souvent un combat qui a duré plusieurs années. Quand je discutais avec eux, ils me disaient que pour eux, une prairie, c'est beau. Ça sonne peut-être comme une victoire. Donc Léoncel est étalé sur 4500 hectares, et pourtant sur ces 4500 hectares, il y a seulement 5 exploitations. Donc c'est une commune qui n'est pas riche, et elle perd des habitants chaque année. Alors peut-être pas chaque année, effectivement, ça est sorti comme ça, mais elle perd des habitants en tout cas. La mairesse a bien tenté d'acheter le domaine et a tenté de précéder l'ASPAS, mais c'était trop cher pour elle, pour la commune. Et elle s'inquiète d'ailleurs de l'augmentation du prix du foncier. Avant de nous laisser, elle parlait de son voisin qui se nomme Valérie Vassal. Et elle disait à son sujet, le pauvre Valérie, il est tout seul dans la ferme, cette terre lui revenait de droit à la limite, mais pas à ce prix-là. Sa ferme surplombe le domaine de Valfanjous, ou la réserve du Vercors. Quand on arrive dans sa ferme, la nuit est en train de tomber, il y a des chiens de chasse qui aboient gentiment à notre arrivée, des chats qui dégarpissent, il y a 50 vaches laitières qu'il élève en bio. Il dit qu'il nous gagne un peu plus de 1 000 € grâce à son exploitation et qu'il vit grâce aux subventions. Et son épouse ne travaille pas là, mais à 20 km d'ici. Il craint surtout de ne pas pouvoir léguer sa ferme à ses enfants. On l'écoute. Si les jeunes n'arrivent pas à rester, n'arrivent pas à vivre, on peut pas dire la fin de Léoncel, mais ça peut y arriver. En sachant qu'on avait quand même des prairies, qu'on aurait pu faire quelque chose d'agricole convenable. Pas faire de l'élevage intensif, tout ça, toujours en restant très extensif. Maintenant, un gros problème, ce qui se passe, moi j'ai 3 enfants,
Après, j'ai la seconde qui est à fond dans les vaches laitières. Bah, à 13 ans, elle est capable de gérer le troupeau de 50 vaches. Elle traite, elle y arrive. Hein. Bon, et après, le dernier, il est à fond dans les tracteurs. Mais après, je leur fais voir la réalité du métier. Hein. Ils peuvent changer encore d'avis. Hein. Alors, il y a un petit historique, si vous voulez. C'est qu'avant le changement de propriétaire, Valérie Vassal était autorisée à utiliser le foin de l'ancien bailleur. C'est-à-dire qu'il fauchait 30 hectares pour l'ancien bailleur et qui nourrissait les bêtes avec. Et il conservait le surplus en cas de coup dur, en cas de sécheresse. Et cet accord oral n'a pas été prolongé avec la SPAS. Il a aussi demandé à pouvoir faire paître ses vaches sur une partie de la réserve. Alors, il nous disait aussi de l'entretien, oui, je voulais faire paître, mais de façon très extensive, etc. Et cette demande lui aurait aussi été refusée par la SPAS. Alors, il a été beaucoup question de la SPAS, et je pense qu'il est bien que Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet reviennent sur scène pour eux aussi nous donner leur point de vue. C'est parfait, ça marche bien. Alors, j'allais dire que cet enclos est un peu le caillou dans la chaussure de la SPAS. Quelles sont les mesures prises ? Est-ce qu'il y a un moyen de s'en débarrasser finalement ? Parce qu'on voit que l'attention est focalisée sur cet enclos. Oui. Alors, peut-être quand même une petite précision. Les 490 hectares que la SPAS a rachetés ne sont pas des terres agricoles, n'ont pas été exploitées depuis 50 ans. Depuis une cinquantaine d'années, c'était une chasse privée, une chasse commerciale. Donc il y a la moitié qui n'est pas close, qui d'ores et déjà une réserve de vie sauvage, donc à peu près 250 hectares. Et l'autre moitié était entourée de grillages, et donc à l'intérieur, il y avait des animaux qui... Enfin, c'était... moi, personnellement, ce genre de chasse... Il faut le dire, parce que je l'ai loupé dans mon texte, mais c'est des gens qui payaient pour aller abattre des bêtes. Voilà. Et très important, c'est pas des gens du coin, parce que Oui. C'était des chasses très chères. C'est la chasse au trophée, hein, si vous voulez, un peu l'équivalent du safari africain, mais voilà, en France. Et les locaux n'avaient pas accès ni à la partie non close, qui était louée, loué en chasse privée à des gens qui n'étaient pas du coin, ni à la partie en enclos. Et ça fait 50 ans, donc il n'y avait plus du tout d'exploitation, au moins 50 ans, qu'il n'y avait plus du tout d'exploitation agricole sur ce terrain. Alors après, oui, effectivement, quand on est arrivé, Valérie nous a dit « Ah, moi j'avais l'habitude de couper ». Bon, ça nous ennuyait parce qu'ils coupaient dans l'enclos. Et nous, comme on a décidé de laisser les animaux se nourrir principalement à partir des ressources sur place, évidemment, ça nous gênait un petit peu qu'ils mettent ces vaches dans l'enclos. Et d'ailleurs, très vite, il s'est rendu compte qu'une fois que les animaux étaient passés, enfin, que les cerfs, sangliers, qu'est-ce qu'il y a aussi il y avait du mouflon, du cercica, des daims, oui aussi. Une fois qu'ils étaient passés, en fait, il n'y avait plus rien pour les vaches, quoi. Et donc, il s'est rabattu sur la partie non close, où il y a des parties un petit peu ouvertes, et il nous a dit bon, j'aimerais bien mettre mes vaches là. Alors, on s'est regardé, puis on s'est dit bon, ça pourrait éventuellement se négocier. Alors d'ailleurs, il a reconnu lors de mon entretien, il disait Gilbert Cochet n'était pas contre. Alors pourquoi on s'est dit ça, bien que bon, c'est pas tellement, disons, dans l'idée de la libre évolution, c'est que simplement dans le Vercors et dans une grande partie de la France, il y avait la vache sauvage, qu'on appelle le roc, et on s'est dit, puisqu'on est dans les fonctionnalités, peut-être, il n'y a plus de roc maintenant, hein, tous les rocs ont disparu malheureusement, et donc on s'est dit peut-être que quelques vaches en densité pas trop importante, ça pourrait faire la fonctionnalité écologique de le roc. Donc on s'est dit pourquoi pas. Mais on lui a dit, écoutez Valérie, nous on veut bien faire un effort, mais vous, il faut que vous montriez que vous allez aussi dans le sens de la SPAS. Donc, alors, parce que j'ai quand même oublié de vous dire, parce que là, on a l'impression que c'est le pauvre agriculteur, il possède quand même 100 hectares en propre. Hein. Et il est propriétaire de 100 hectares. Donc, il y a 2 prairies, notamment, qui sont un peu en enclave dans notre partie libérée. Et on lui a dit, écoute, Valérie, donnant, on te laisse quelques semaines pour tes vaches en complément. Mais toi, tu arrêtes de chasser dans tes prairies parce que nous, on est une association où on demande qu'il n'y ait pas de chasse, quoi.
Donc il a réfléchi, puis il a dit ben non, finalement je préfère continuer de chasser, puis tant pis pour les vaches, je me débrouille autrement. Mais dans les programmes de réensauvagement, là, on a cité l'exemple de l'Aspas, il est souvent question des populations locales. Comment on fait, enfin peut-être que l'Aspas aussi projette à des projets pour, ou une méthode pour allier davantage les locaux à ces projets. Disons que, par exemple, l'exemple de la Drôme, l'exemple de l'île de la Platière, c'est les réserves naturelles. On fait la réserve naturelle, puis on va voir les propriétaires et voir s'ils sont d'accord pour acquérir ou faire acheter leur terrain. Mais c'est pas opposable, ça. Donc il n'y a pas d'enquête d'utilité publique, on peut pas le. Mais s'ils sont d'accord, ben, ils sont gagnants, ce que je disais tout à l'heure, parce que ils vont vendre leur terrain dans un milieu naturel qui présente beaucoup de qualité, et voilà. Et donc ils vont participer. Dans le Massif central, ça se passe bien, parce qu'on l'a fait en toute discrétion. Et donc à chaque fois, il y a... Même au domaine de Paris, qui a une autre réserve de l'Aspas, ça se passe très bien avec les locaux. Le domaine Grand Barry. Du Grand Barry, voilà, oui, tout à excusez-moi. fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc... Peut-être quand même préciser que le Grand Barry, c'est une acquisition beaucoup plus ancienne, c'était en 2012. Donc il s'est passé quand même plus de 10 ans. Et quand on a acheté le Grand Barry et qu'on n'a pas noté pour dire plus de chasse, il y a quand même eu une opposition locale des chasseurs. Et puis, petit à petit, les populations ont changé, il y a des néo-ruraux qui sont arrivés, les mentalités ont changé aussi, ils ont créé une école Montessori, ce qui n'était pas imaginable au moment où on a acheté. Et donc, avec le temps, les relations se sont apaisées. Et quelque part, on s'est dit que pour le domaine de Valfranjouz et Léoncel, si on laisse un peu de temps au temps et qu'on ne remet pas sans arrêt le couteau dans la plaie, peut-être que là aussi, alors ce sera sans doute plus long, parce que ça a été moins discret comme acquisition et il y a eu des cristallisations autour. Et puis la mentalité est quand même assez forte. Vous savez, moi, quand je suis arrivée la première fois à Valfranjouz, et puis j'ai eu des relations avec mes voisins, au début, je m'étais un peu renseignée, puis j'ai vu qu'il y avait un agriculteur en bio à côté. Je me suis dit, ah super, parce que nous, on soutient l'agriculture bio, hein. Et quand on parle de réensauvagement, pour nous, il n'est pas question de réensauvager toute la France. Il y a une réflexion à avoir entre la place qu'on laisse aux sauvages et puis la place dont on a vraiment besoin pour nos activités, pour se nourrir. Pour le bois, c'est pareil, hein. Il y a des parties de forêt qui doivent être exploitées parce qu'on a besoin du bois, c'est un matériau super. Et donc j'étais très contente de savoir qu'il faisait du bio. Puis bon, après je me suis rendu compte que quand même, il faisait pas du bio parce qu'il était convaincu, mais parce que ça lui permettait d'avoir plus de subventions que s'il faisait pas de bio. En gros, c'était ce qu'il nous a expliqué, quoi. Et puis en commençant à côtoyer, donc c'est Léocel, la mairesse, c'est la cousine de Valérie Vassal, hein. Ça explique aussi peut-être une prise de position très très ferme en faveur de quelqu'un qui est de sa famille. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression, alors peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissent Fernand Reynaud. Il avait un sketch qui était fantastique, ça s'appelait le douanier. Et en gros, le leitmotiv dans le sketch, c'est « Moi, j'aime pas les étrangers parce qu'ils mangent le pain des Français ». Puis c'est comme ça tout le long. Et apparemment, il y avait un étranger dans son village. Alors, il décrit ça. Puis à un moment donné, il y a l'étranger qui vient le voir et puis qui lui dit « Écoutez, moi, je comprends pas pourquoi vous êtes tellement... les étrangers, c'est des gens comme vous, tout le monde peut vivre ensemble, il suffit que chacun mette un petit peu du sien. » Puis l'autre, il disait « Non, j'aime pas les étrangers, ils mangent le pain des Français. » C'était toujours ça. Puis au bout d'un moment, l'étranger en a eu marre, il est parti. Et la fin du sketch est truculente parce que Fernand Reynaud, il dit depuis que l'étranger il est parti dans le village, on mange plus de pain. Il était boulanger. Il y a aussi autre chose qui vous est reproché, c'est une sorte de... qui est revenu justement quand je parlais avec Rémi Gandhi, c'est une sorte aussi d'élitisme, ou du moins c'est parisien, par exemple, qui revenait assez souvent. Quand on dit qu'ils viennent d'ailleurs, ou les étrangers,
je dirais qu'il y a aussi peut-être une défiance envers une culture qui est différente et aussi des habitudes qui sont différentes. C'est pas forcément, négatif non plus. Non, mais je veux dire, est-ce que, par exemple, est-ce que vous êtes allé expliquer à ces locaux ce que vous faisiez, parce que vous êtes souvent taxé justement de parisiens ou intellectuels. Est-ce que vous leur avez aussi expliqué finalement? Alors, bon, moi je ne suis pas parisienne, hein, je suis alsacienne d'origine et j'ai des origines rurales aussi. Voilà, je tenais quand même à le dire. Et disons que parmi les salariés de l'ASPAS, il y a très peu de parisiens. Mais c'est vrai que souvent, c'est rare hein, qu'il existe encore des villages comme ça, mais là, l'étranger, c'est le gars du village ou de la ville d'à côté, quoi. Oui, bien sûr, on est allé les voir, c'est-à-dire quand on a vu que ça commençait à cristalliser, juste après qu'on soit effectivement propriétaire, parce que ça a pris un certain temps quand même, on est allé rencontrer la maire de Léoncel, mais également de toutes les communes qui étaient autour, on leur a expliqué notre projet, tout ça. Et à un moment donné, ça a été assez cocasse parce que Madame Charve, que vous avez vue tout à l'heure, elle assistait en disant oui, mais vous là en venant, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Alors, on essayait de lui expliquer que il allait peut-être y avoir des gens qui allaient venir, on allait faire fonctionner son gîte, on allait faire fonctionner l'auberge, etc. Et puis elle insistait, et puis au bout de moment, il y a c'était pas nous, mais on avait un avocat avec nous, il s'est énervé, puis il l'a regardé dans les yeux, puis il lui a dit brut de décoffrage, et vous, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Puis là, elle est restée comme ça, quoi. Elle savait plus quoi dire. Oui, bien sûr, on a essayé de dialoguer, mais là, c'était un petit peu mal emmanché, et c'était un petit peu mal emmanché parce que pour différentes raisons, nous, on avait demandé à ce qu'il y ait une discrétion dans cette acquisition, mais pour différentes raisons, à un moment donné, ça a été la grande campagne médiatique qui a cristallisé beaucoup de choses. Pour qu'une campagne de financement fonctionne, il faut que ce soit médiatisé. Du coup, il y a aussi Hugo Clément qui vous a soutenu. Ça a peut-être participé aussi à la crispation, finalement. Certainement. Enfin, la médiatisation excessive a participé à la crispation. Parce que, comme disait Gilbert tout à l'heure, à chaque fois que dans d'autres régions... Alors, pour le coup, ce n'est pas avec l'ASPAS, mais avec Forêt Sauvage, on est plus discret. Et ça s'est toujours très bien passé. On n'a jamais eu de conflits locaux. En procédant à la discrétion, il y a une personne qui veut vendre, nous on achète, ça se fait entre le vendeur, l'acheteur et le notaire. Et souvent d'ailleurs les vendeurs nous disent mais surtout vous ne le dites pas. C'est eux qui nous demandent la discrétion. Parce que c'est des petits villages où il y a des 4 habitants au kilomètre carré, ils se connaissent tous. S'ils savent que Mme Machin, elle a gagné 3 000 €, elle devient la plus riche du hameau, et tout le monde est jaloux. Donc ils ne veulent pas que ça se sache. Et finalement, ce qui a vraiment crispé les choses sur Valfanjou, c'est toute la médiatisation qu'il y a eu autour. Donc je suis désolée, mais les journalistes, parfois, vous jouez un rôle un peu de... Oui, on est là un peu des fois pour ça. Après, je vais défendre les journalistes, du coup, je vais y être. C'est vous qui avez médiatisé, qui voulez que ce soit médiatisé aussi, la campagne. Enfin, je pense à la campagne de financement d'Hugo Clément, qui avait fait son propre discours, sur lequel je crois que vous n'étiez pas forcément d'accord, mais qui avait focalisé l'attention sur les chasseurs. Et qui avait crispé, là on l'a vu, ils sont tout le monde est chasseur dans le coin. Bon, voilà, c'était... Non, mais c'est vrai qu'il y a des stratégies de présentation, d'acquisition, de protection. Et c'est vrai que là, à partir de cette acquisition, partir en tambour et trompette, en disant, vous voyez, les chasseurs, on les a bien eus, ils ne peuvent pas chasser. Bon. Moi, Gandhi, je le connais très bien. Je suis membre du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage de la Drôme. Et donc, en tant qu'expert scientifique, voilà, non, puis je n'aurais pas encore dit qu'il y avait des plombs. Et voilà. Il faut supprimer la chasse ou il faut... Je sais pas. Je sais pas. Il y a des espèces dont il faut supprimer la chasse,
effectivement. Le chamois, par exemple, ça ne sert à rien du tout de le chasser. Il s'autorégule, il est magnifique, on peut se balader et le voir. Donc, il y en a peu parce que simplement certains ont besoin du plaisir de lui mettre une balle dans la tête. Voilà, ça va pas plus loin, ça ne sert à rien d'autre. C'est pas comme le cerf et les biches ont besoin d'être régulés parce qu'ils font des dégâts aux arbres. Le chamois, il ne fait aucun dégât. De temps en temps, il mange une demi-feuille de clairette de Die et voilà, on peut lui laisser. Parce que dans votre ouvrage, si je comprends bien, on pourrait supprimer la chasse dans les montagnes. C'est ça, pas forcément sur tous les territoires. Non, pas forcément sur tous les territoires. En fait, j'insiste sur ce point parce que des fois, on vous fait plus radical que ce que vous êtes. Oui, non, mais c'est classique. Mais moi, je crois qu'on a des chiffres, encore une fois, on a des résultats. Bon, ici, en Méditerranée, le parc national de Porquerolles, bon, on va avec son petit masque et on a tout compris. Voilà. Et donc, de voir le parc national des Calanques qui nous fait intervenir assez régulièrement, que vous avez 40 000 hectares de cœurs marins, et sur les 40 000 hectares, il n'y a que 4 000 hectares sur lesquels on peut sans prélèvement, quoi. C'est impensable. Vous faites un parc national, puis vous dites qu'il n'y a que 10%, le reste, on peut pêcher autant qu'on veut, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie. Peut-être qu'on reprendra cette discussion dans le second temps de la soirée, lorsque le public pourra vous poser des questions. Encore merci à vous. Merci. Alors, un des enjeux est de ne plus voir la nature comme un stock de richesses exploitables et aussi de parvenir à allier les locaux. Alors, on s'est intéressé à un petit fonds de dotation qui s'appelle Forêt en Vie. Il dépend du réseau pour les alternatives forestières. Le réseau pour les alternatives forestières milite pour une gestion douce de la forêt, notamment par une sylviculture qui n'est plus mécanisée. Sur son site, on peut lire un passage de sa charte où il rappelle que la forêt ne nous appartient pas, qu'elle n'a pas besoin de nous, mais que nous avons besoin d'elle. 25% des surfaces acquises par Forêt en Vie sont en libre évolution. Elle possède une cinquantaine d'hectares répartis sur 4 parcs. La coordinatrice, Nathalie Nollet, espère pouvoir doubler cette surface dès l'année prochaine. Alors, comment ça se passe avec Forêt en Vie ? Eh bien, en fait, elle achète un terrain et via un bail forestier, elle le remet à disposition d'une association de citoyens. Donc, pour le fond, il n'est vraiment pas question de s'adonner à des coupes rases, c'est-à-dire qu'on rase tous les arbres d'une surface, d'utiliser des machines qui vont faire des ornières, parfois de plus de 1,50 m, et où la nature aura bien du mal à repousser. Il est encore moins dans leur habitude de s'adonner, enfin de planter en monoespèces, ce qui fragiliserait la forêt. Alors, non loin du domaine de Valfanjou, je suis allé au col de l'Échaillon, à côté d'une station de ski de fond dans le parc du Vercors. Et j'ai pris quelques photos que je voulais vous montrer parce qu'elles démontrent un petit peu les conséquences des abattages. Donc la coupe là est, on va dire, modérée. On voit qu'il y a des souches et des troncs d'arbres qui sont laissés sur place. En fait, c'est pour qu'ils pourrissent et que la nature puisse plus facilement renaître. Mais par contre, ils ont utilisé des machines et on voit ces ornières qui compactent le sol. Surtout présent, là c'était une machine pas trop, enfin un petit peu imposante, mais pas autant que ça. Voilà, là la nature aura bien du mal à repousser. Il y a un géographe qui va bien mieux vous expliquer tout cela que moi, qui se nomme Rémi Bondon. Rémi Bondon via Forêt en Vie et son association Sous les Boès, a acquis, alors je cherche mon mot parce que ce n'est pas acquis, c'est Forêt en Vie qui a acquis, mais gère finalement la forêt de Chauderolles, voilà, qu'on voit ici. Elle fait à peine 3 hectares, donc on est sur une autre échelle que le Vercors. Et je vous demande de l'accueillir, il va un peu nous expliquer pourquoi il a pris cette initiative.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse du projet? Vous êtes quand même parti sur une idée un peu particulière. Je crois que vous vouliez faire une sorte de laboratoire de cette forêt. Ouais, alors pour préciser, donc moi je n'étais pas dans l'assaut au tout début de celle-ci, je l'ai intégrée au fur et à mesure via des connaissances et puis parce que j'habitais le territoire. Et désormais, je participe aussi au fonds de dotation Forêt en Vie comme administrateur pour représenter cette association sous le Boès. La genèse un peu de cette histoire, c'est simplement des connaissances à nous, à qui on avait proposé un don de forêt. Et les personnes à qui on proposait cette forêt-là étaient trop éloignées de celle-ci et se disaient nous, on n'a pas trop d'intérêt. C'est un groupe de gens qui travaillent en forêt. Qui travaillent en forêt, qui ont une centaine d'hectares et qui font une exploitation raisonnée dedans, et qui se sont dit, mais par contre, il y a une de ces personnes-là qui participait à Forêt en Vie, qui a dit, ça serait intéressant que plutôt que vous nous donniez à nous, petit groupe d'habitants, cette forêt, vous la donniez à ce fonds de dotation, parce qu'on sait qu'à côté, à proximité, eh bien, il y a un ensemble de personnes qu'on connaît, certaines sont bûcheronnes, d'autres sont charpentiers, d'autres encore n'ont pas de travail en lien avec la forêt, mais sont intéressés par ce milieu. Et donc ça serait intéressant. Par contre, ils n'ont pas d'argent. Et du coup, ils ne vont pas eux-mêmes acheter de la forêt. Et d'ailleurs, c'est un milieu très concurrentiel, les achats de forêt. Du coup, ce n'est pas très facile de l'acquérir. Et puis, il n'y a pas forcément le souhait d'être propriétaire. Alors, donner cette forêt plutôt à Forêt en Vie, et on va contractualiser un bail forestier avec une association. Et c'est un peu comme ça que cet asso est né. Là, concrètement, par exemple, pour toi, combien ça t'a coûté de gérer cette forêt? Moi, ça me coûte juste la cotisation toute symbolique à cette association. Après, sauf si on fait des dons, parce que le fonctionnement, c'est un peu le même que pour l'ASPAS, au niveau en tout cas de la manière de récupérer des moyens. C'est des dons, des legs, des choses comme ça. Et la seule différence, enfin non, il y a tout un tas de différences, mais c'est que du coup, ce fonds de dotation, Forêt en Vie, le but donc, c'est de découpler propriété et usage, et de faire en sorte, via un bail forestier qui court sur 99 ans, de faire en sorte que si la propriété change, eh bien, peu importe, les personnes qui ont contractualisé, donc en l'occurrence cette association-là, gérera cette forêt de la façon, non pas qu'elle le souhaite, mais en fonction d'une charte, qui est la charte du coup du réseau pour les alternatives forestières, et en fonction d'engagements réciproques. Et donc dans cette forêt, il n'est pas seulement question de libre évolution, un peu en partie, ça fait partie du projet, mais aussi, tu en parlais un petit peu, de sylviculture. Sur 25% de la surface. C'est ça. Et également du coup de tout un tas de choses. Enfin, c'est même pas seulement de la sylviculture, ça peut l'être. Et d'ailleurs, c'est pas que de la sylviculture non motorisée, on aime aussi la tronçonneuse et c'est possible de passer en tracteur. Mettre les photos. Donc là, c'est vous qui êtes en action. Je ne sais pas si c'est... Voilà, vous utilisez donc pas de machine. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là et pourquoi la sylviculture? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là? Donc, c'était un petit chantier dans une plantation d'épicéas qui, comme vous le voyez, est à peu près une plantation monospécifique. On est versant nord, donc il y a assez peu de lumière. En plus, c'est une pente assez importante. Donc autant dire que c'est un endroit où les sédiments partent en bas de la parcelle, donc assez peu riche. Et en plus, on est dans un socle granitique lui-même assez peu riche. Du coup, l'idée, c'est en fait, avec cette forêt, on a hérité de plusieurs espaces. Il y a une hêtraie assez jolie, il y a des endroits plus mélangés. Là, c'était une plantation d'épicéas qui a fait suite à une tempête. Et on s'est dit, cet endroit-là, si on n'agit pas, il évoluera d'une certaine façon. Et ça peut être possible. Et on peut aussi se dire, si on y fait, si on prélève quelques arbres dedans, eh bien, on va pouvoir accélérer des changements au sein de cette plantation. Et du coup, là, l'idée, c'était simplement d'enlever 15, 20, 25% en fonction des espaces du volume de bois et essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de lumière qui arrive, qu'il y ait pourquoi pas des semis, des arbres qui étaient à côté, qui puissent commencer à pousser à cet endroit-là, et donner un petit coup de pouce pour qu'il y ait une régénération et qu'on aille vers une forme de diversification de cette parcelle. Et là, on a choisi de travailler en non mécanisé parce qu'on n'avait pas d'impératif économique. Après, ça, c'est un gros axe du réseau pour les alternatives forestières. C'est composé, avant tout, ce réseau-là, il est né avec des bûcherons, avec des scieurs, avec des débardeurs, des débardeuses, avec des gens qui sont des travailleurs de la forêt et qui travaillent avec des tracteurs, qui travaillent avec des tronçonneuses, etc.
mais d'une certaine façon, disons. Et on n'avait pas ces impératifs économiques. Et du coup, il y avait dans l'assaut une personne qui est débardeuse à cheval, qu'on voit ici sur la photo. Et on s'est dit, ça serait intéressant de faire ce chantier sans bruit, enfin en tout cas avec seulement nos manières d'interagir, avec le bruit de hache, de passe-partout, des commandements vis-à-vis des chevaux. Et enfin, l'idée, c'était de laisser la plupart des arbres au sol, parce qu'on n'avait pas non plus intérêt forcément de les sortir, à part pour 2 boulangères qui sont dans l'association, qui vont les utiliser pour leur four à bois, mais à part ça, on va laisser les arbres au sol, parce que c'est important quoi, pour la vie d'une forêt. Donc voilà, en gros. Et avec Forêt en Vie, vous avez aussi un devoir d'action pédagogique, de raconter un petit peu la forêt. Qu'est-ce que vous entreprenez dans ce sens-là ? Comment ça se concrétise ? Nous, l'idée, c'est en fait d'avoir accès à une forêt comme ça. Ça permet de... c'est un espace, une sorte de support aussi, où plutôt que faire, par exemple, des cafés-forêts dans un bar ou quelque chose comme ça, ce qui peut se faire par ailleurs, et de se dire on va organiser une discussion sur la forêt comme ça. Mais comme ici par exemple, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant d'aller en forêt avec des personnes très diverses, quoi. Nous autour de notre asso, donc il y a à la fois des gens qui travaillent en forêt, qui du coup expliquent ce qu'ils y font, pourquoi est-ce qu'il y a aussi une importance à travailler dans ce milieu-là, quoi. Et il y a également des personnes qui vont avoir un penchant plus naturaliste, qui vont pouvoir aussi expliquer pourquoi est-ce que dans la plantation qu'on vient de voir, eh bien, les épicéas ne poussent pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on a choisi des épicéas à un moment et pourquoi aujourd'hui on ne ferait peut-être pas ça. Pourquoi est-ce que dans tel endroit de la forêt, finalement c'est assez peu sonore, alors qu'à d'autres endroits ça l'est beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'ici il y a des trous de blaireaux et ici il n'y en a pas. Enfin, voilà, l'idée c'est essayer de prendre cet espace qu'on nous accorde, quoi, de façon contractuelle avec Forêt en Vie, comme un support auquel on a assez peu souvent accès. Enfin, on a accès beaucoup à plein d'espaces forestiers, mais finalement aussi d'avoir un peu une focalisation sur ces quelques hectares. Enfin, 3,6 hectares, c'est la moyenne dans le Massif central, c'est assez peu. Eh bien, ça nous permet aussi de créer un attachement avec un espace dans lequel on revient, qu'on suit, et dans lequel aussi on agit. Et là, ce chantier forestier, ça a créé un attachement supplémentaire de se dire on a travaillé dans cette forêt ensemble, et on va pouvoir voir c'est quoi les effets de cette action aussi. Alors, vous me l'aviez un peu décrite lors de notre précédent entretien, mais est-ce que vous pourriez décrire pour tout le monde votre forêt rêvée ? Attention, ma forêt rêvée, il y aurait en gros, une forêt rêvée, disons, pour moi, ce serait une forêt très diversifiée, avec des essences qui n'auraient pas forcément nécessairement été plantées, mais bon, après tout, pourquoi pas. Une forêt diversifiée en âge, une forêt diversifiée en taille, et une forêt diversifiée également en type d'essence, mais une forêt diversifiée qui correspond au territoire dans lequel on se trouve. Donc là, on est dans le Massif central. Souvent, l'aspect des forêts qu'on décrit, les forêts, disons, qui pousseraient après une déprise agricole, par exemple, on irait assez vite, au bout d'une centaine, 150, 200 ans, vers une hêtraie sapinière, c'est-à-dire une majorité de hêtres et de sapins, parce que c'est des espèces d'ombre, qui vont tranquillement pousser à l'ombre d'autres espèces et qui vont s'imposer à un moment. Et du coup, cette forêt, pour moi, c'est pas seulement un ensemble d'arbres, même si il est très diversifié, c'est une forêt bruyante plutôt d'animaux, divers et variés. C'est une forêt avec du bois mort au sol, c'est une forêt avec de la mousse, avec un peu de roche, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est juste un trait personnel parce que j'aime bien. Et enfin, c'est une forêt bruyante parce qu'il y a des personnes qui l'habitent. Et du coup, pour moi, une forêt idéale, c'est pas nécessairement une forêt qui est, qui est inhabitée ou que seulement on la traverse. C'est aussi une forêt qu'on peut habiter de diverses façons, en construisant une cabane dedans, ou bien en allant faire des affûts pour observer les animaux, ou encore en faisant des chantiers, pourquoi pas, de sylviculture, comme on l'a fait ici. Merci beaucoup. On se retrouve pour la seconde partie de soirée. Merci à vous. Alors, nous l'avons vu, le réensauvagement ébranle quelques concepts qu'on pensait solides, que ce soit la nature ou la propriété, et elle est aussi source de conflits. Je vous propose d'accueillir Antoine Aurel Cohen-Perrault, qui est le membre d'un petit think tank qui s'appelle Reprise de Terre. Reprise de Terre a été fondée pour inventer des nouvelles tactiques foncières, politiques et juridiques, et pour contrer l'accaparement et le saccage des terres par le productivisme. Je vous propose d'accueillir Antoine Aurel. Voilà.
Alors, vous avez étudié une autre association en Haute-Savoie qui a des similitudes avec l'ASPAS. J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu cette étude. Alors, en fait, moi, je suis allé du coup faire un terrain de recherche pendant 4 mois en Haute-Savoie, près de Thônes, la commune de Thônes, dans une petite vallée forestière qui s'appelle la vallée de Montremont. Et je suis allé voir l'association Forêt Vivante, qui est composée de quelques personnes qui habitent les lieux depuis 5-6 ans et qui ont eu envie d'acheter du foncier forestier pour y développer des pratiques de gestion douce, donc de sylviculture comme Roméo en a parlé, et de réensauvagement, donc avec ce qu'ils ont appelé des réservoirs de biodiversité. Peut-être pour contextualiser un petit peu la raison pour laquelle je suis allé les voir, c'est que, donc, vous l'avez dit, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Reprise de Terre, on n'a pas l'impression de dire que c'est un think tank, mais voilà, c'est un collectif assez divers qui s'est formé autour de la question foncière en France. Et en fait, moi, j'ai fait partie d'un des groupes d'enquête de ce collectif-là, précisément sur la question du réensauvagement et des conflits qu'il y avait entre l'usage et la protection des terres, et qui a d'ailleurs pris son origine, son élan, son dynamisme dans le cas qui est devenu presque un cas d'école de l'ASPAS et du domaine de Valfranjous, parce qu'on essayait de se dire un peu, en fait, ok, il y a des tensions entre, et même des tensions historiques, mais en fait, cette acquisition de l'ASPAS est devenue un peu le symbole des conflits historiques qu'il y a entre le monde de la paysannerie et le monde de la conservation de la nature. Et dans l'association Forêt Vivante, a priori, qui essayait justement de joindre un petit peu ces deux aspects-là du travail territorial et écologique, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était intéressant et surtout qui était à l'initiative d'un collectif d'habitants et d'habitantes des territoires et qui du coup pouvait poser la question d'une autre manière, donc c'est-à-dire et du coup poser la conflictualité d'une autre manière, puisque c'était, en tout cas justement a priori, des personnes qui sur leur territoire ont envie de proposer des sujets de réensauvagement, enfin des mises en réensauvagement de territoire. C'est-à-dire, il y a eu une opposition entre qui et qui exactement? Ça, c'est venu un petit peu après, en fait. Mais comment dire ça? En fait, nous, on avait l'impression, avec Reprise de Terre, puis moi sur le terrain, que c'était forcément. Je suis arrivé un petit peu sur le terrain en me disant, bon, c'est forcément une association assez chouette, assez réglo, en tout cas qui va nous donner des billes pour comprendre un petit peu les situations foncières, etc. Sauf que, finalement, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu qu'elle était assez mal accueilli, en tout cas on en parlait avec un petit peu de méfiance, voire de colère, etc. Et finalement en fait cette association s'est avérée un petit peu ambiguë sur d'une part ses intentions sur le papier, donc voilà, d'avoir cette forêt là, etc. Et de l'autre la mise en application de ce projet là et ses moyens, en fait elle était ambiguë sur l'intervalle entre les moyens et les fins. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait l'association assez vite a mis à l'épreuve les habitants et les habitantes de la vallée. Et moi, ce que j'ai mis à l'épreuve, c'est-à-dire concrètement, comment ça se... Justement, en fait, il y a eu un point de conflit en fait, qui s'est créé autour du foncier forestier. Et du coup, le fait d'acquérir, même si c'était collectivement, même si c'était de manière citoyenne, etc., du foncier forestier dans une vallée, j'en ai pas parlé, mais qui est en fait très protégée, qui est remplie à 90% de forêt, qui est en plus composée d'une forêt qui a été dévaluée à différents niveaux par son histoire. Et du coup, de voir en fait cette association qui d'un coup, pour les gens, pour la plupart de mes interlocuteurs, ont privatisé un bout de forêt. C'était en fait, donc déjà pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qui sont ces gens? Et en fait, ces gens-là, ils sont issus plutôt du milieu urbain, de la ville d'Annecy, ils y travaillent encore, etc. Et donc il y avait dès le début une méfiance quant à l'origine sociale, on va dire, des personnes qui ont eu l'idée de se faire ce projet-là, et qui du reste n'étaient pas directement, voire pas du tout reliés à la culture forestière du lieu, quoi. Quand je dis culture forestière, c'est
toute l'histoire de l'usage de la forêt qu'il y a eu au cours des siècles, et notamment jusqu'à un petit peu le grand tournant qu'il y a eu après la guerre au XXe siècle, etc. Puisque la forêt, dans ce coin-là, mais dans beaucoup d'endroits, et surtout les milieux montagneux, était en fait, le bois servait à tout, quoi. C'est vraiment, on en faisait usage, tout le monde savait en faire usage, tout le monde possédait quelques arbres, quelques terres, etc. Et les gens étaient connectés en permanence avec les manières de faire avec la forêt, quoi. Très bien. Et du coup, je voulais un petit peu rebondir sur la propriété individuelle. La propriété individuelle, ça peut être perçu comme un pilier du capitalisme. Est-ce que finalement, acheter des terres pour les protéger, ça découle d'une vision libérale, ou est-ce que ça provoque même des réticences? Je pense à la Confédération paysanne pour d'autres raisons aussi qui s'oppose au réensauvagement. Est-ce que ça peut créer une opposition avec un public de gauche? Il y a un peu plusieurs questions, mais je pense que... alors la propriété, c'est de droite. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend la question de la propriété avec une dimension historique, on peut parler de plusieurs choses, mais si on parle des milieux de la conservation, par exemple, c'est sûr qu'il y a des racines coloniales à la mise au réensauvagement de terres, mais je parle du XVIIIe siècle, juste après l'esclavage. Il y a donc une vision assez fantasmée de ce que serait une nature vierge, privée de ses habitants, etc. Et une vision à tort qui incriminerait les populations locales de ne pas savoir gérer son environnement, quoi, pour le dire un peu grossièrement. Donc voilà, là il y a une première version de ce que la propriété peut être en lien avec des problèmes environnementaux. La deuxième version, une deuxième définition qui me vient, c'est tout le mouvement des enclosures qu'il y a eu en Angleterre, et puis ça s'est étendu en Europe et ailleurs, et qui justement ont fait de la propriété quelque chose qui a à voir avec le droit privé, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc en fait, la propriété en soi n'est pas problématique, mais là, c'est justement son historiographie et l'usage qu'on en fait qui vont la faire devenir quelque chose. Et en l'occurrence, les enclosures ont privé les populations paysannes locales qui géraient leurs terres en propriété collective, donc en commun, quoi. Et les ont expropriées et ont privilégié le droit privé sur ces mêmes terres-là. Et aujourd'hui, tout ça, évidemment, ça a mené à la définition commune du droit sur la propriété, qui est donc de pouvoir user, abuser, en maître de la chose. Et donc c'est donc le sujet qui a le plein pouvoir sur la chose. Sauf que justement, ça c'est aussi controversé. Il y a des écrits qui parlent de ça. Mais est-ce que les associations ici ne sont pas en train de faire des communs, c'est-à-dire une propriété qui échappe aux propriétés individuelles, c'est une propriété collective? Justement, ça c'est un peu le troisième version de la propriété, et c'est pour ça que c'est un point un peu nodal de la situation foncière française aujourd'hui, c'est que devant une insatisfaction partagée on va dire de l'inattention et de l'inefficacité des États et des instances décisionnelles en matière de politique de la nature, on va dire, que ce soit la conservation, la gestion de la sylviculture, l'agriculture intensive, etc., se mobilisent tout un tas de groupes, des associations, des collectifs, de personnes, de citoyens, d'habitants et habitantes des territoires, qui finalement se disent, ok, en fait, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition pour être efficace dans ce monde-là, et qu'est-ce qu'on a comme outil pour être efficace sans attendre le recours des institutions? Et il se trouve que la propriété privée, ça marche quand même plutôt pas mal. En tout cas, c'est difficilement attaquable, et c'est justement, ça peut devenir inaliénable. Et donc il y a différents, au sein de cet outil-là, il y a différents moyens de le mettre en place. Donc on a parlé des fonds de dotation, je ne sais plus si on a parlé, mais il existe un outil juridique qui s'appelle les fonds de dotation, qui sont des outils juridiques propriétaires de terres,
Il y a des groupements forestiers. Dans les groupements forestiers, il y a différents types. Il y a les groupements fonciers forestiers, les groupements forestiers d'investissement et les groupements forestiers citoyens et écologiques. Et les deux derniers, justement, c'est assez intéressant de voir que, pour répondre à la question de à quel point la propriété est libérale ou néolibérale ou capitaliste ou quoi, c'est aussi de voir que tout à l'heure, je traînais sur un site qui raconte un petit peu les facultés d'investissement d'un groupement forestier. Et en fait, c'est vraiment présenté comme, et là je cite la phrase, comme un actif réel, durable, avec tout un tas un listing d'opportunités pour voilà, être défiscalisé à hauteur de 25%, avoir des aubaines sur les frais de succession des parts sociales, puisque les groupements forestiers fonctionnent comme des sociétés civiles immobilières. Donc c'est un système de parts, on devient sociétaire, donc on devient copropriétaire de la parcelle, etc. Et il y a une réduction de l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Donc il y a vraiment ce truc-là. Parfois, l'objectif des groupements forestiers, c'est pas seulement environnemental, il est parfois aussi économique. Alors oui, et justement, en tout cas, cette manière-là de définir le groupement forestier en est la preuve. Après, j'ai l'impression que quand même, c'est pas la majorité des personnes qui se disent je vais investir dans la forêt, non seulement parce que c'est pas très intéressant d'investir dans la forêt, mais surtout parce que c'est peut-être un peu moins connu que d'avoir des parts à droite à gauche. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que la mobilisation citoyenne s'empare du droit de propriété pour, et là j'emprunte une formule à Baptiste Morisot, pour le retourner contre lui-même. Il y a un peu cet effet-là de, en fait, la propriété privée aujourd'hui, c'est quelque chose de privatif, non seulement parce qu'il a privatisé les gens de leur territoire, mais aussi parce qu'il privatise sa propriété des autres, et enfin du droit qu'en ont les autres. Mais c'est justement ce qui m'intéressait aussi chez Forêt Vivante, l'association, c'était que en fait, ces collectifs-là font passer la propriété privée comme une propriété qui devient inclusive. On passe du privatif à l'inclusif, quoi. Et quand je dis inclusive, ça veut dire non seulement réfléchir à un territoire en commun et avec plusieurs personnes, et donc penser la question de la prise de décision de manière collective, ancrée sur un territoire, etc. Mais c'est aussi envisager la cohabitation avec des espèces qui ne sont pas issues de l'espèce humaine, quoi. Et dans les milieux forestiers, c'est évident que la propriété privée inclusive, en tout cas réappropriée, pose aussi la question de quelle place on laisse aux myriades d'êtres avec qui on partage un milieu, quoi. Merci beaucoup, Antoine. Et juste, si je peux rajouter un tout petit dernier mot. Dans les initiatives d'occupation foncière des espaces, même si elles sont à première vue écologiques, citoyennes, critiques, etc., il peut y avoir des surprises. Et en fait, pour faire aussi écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, la question de l'inclusivité sociale, la question de la diplomatie locale, la question de juste la stratégie et du discernement quand on arrive sur un territoire, c'est pas du tout à charge, mais c'est moi ce qui s'est passé sur mon terrain. C'est aussi, en fait, c'est vraiment trop bête de passer à côté des alliances qu'il y a avec les gens qui habitent les territoires, comme l'Office national des forêts, les communes forestières. Pourquoi pas les chasseurs? Tous les chasseurs ne sont pas dangereux. Enfin voilà, il faut faire aussi attention à ça, et il peut y avoir de l'ambiguïté là-dedans aussi. Peut-être qu'on pourra continuer l'échange justement en seconde partie de soirée. Merci beaucoup. Alors revenons à notre forêt primaire sauvage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ce vautour fauve qui nous planait au-dessus de notre tête, ces bisons. Nous avions pris le temps de la contempler, et finalement, est-ce que l'on n'était pas de trop? On se rappelle que lors du confinement, les chants des oiseaux que l'on entend là avaient remplacé les bruits de moteur, et que les animaux sortaient au grand jour. En temps normal, ce sont eux qui sont confinés, vigilants à chaque instant. Alors on peut se demander peut-être si ce n'est pas à nous d'être plus discrets. Il y a un exemple qui démontre le contraire, c'est Yellowstone. À Yellowstone, quand le loup a disparu, les herbivores sont restés beaucoup plus longtemps le long des points d'eau. Ils ont pris le temps de brouter l'herbe.
Ça a favorisé l'érosion et ça a mis en péril le mode de vie de certaines espèces, comme celui des castors. C'est une fois que le loup a été réintroduit que tout l'écosystème a été régénéré, comme nous l'avons vu. Peut-être que maintenant, c'est à nous de comprendre quelle est notre place dans la nature. Merci à vous.